On parle beaucoup des 400 cadres et c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Il faut remettre les choses à l'échelle. Il est question de 400 cadres sur 10 ans. C'est-à-dire, mathématiquement en parlant, il s'agit de produire, disons, 40 cadres par an pendant 10 ans, principalement mélanésiens. Alors quand on a dit ça, ça demande 3 éclaircissements à mon sens pour que nous ne véhiculions pas trop d'ambiguïté sur ce programme. Un premier éclaircissement, c'est qu'est-ce qu'on appelle cadre? Un second, pourquoi 400? Et 400, ça représente quoi dans le flux de production générale des cadres, dont les étudiants font partie? Et troisièmement, principalement mélanésien, on y a déjà fait allusion tout à l'heure, ça veut dire quoi? Parce que entre 51% et 99,5%, il y a aussi des marges d'appréciation. Alors commençons par la première notion, celle de cadre. Dans notre esprit, et chaque fois que je dirais notre esprit, ça veut dire que moi, exécutant de ce programme, chargé de le mettre en œuvre à Nouméa, j'ai avancé des hypothèses de travail et je les ai soumises à ceux qui s'étaient engagés. Bon, je dirais que du côté du gouvernement français, j'étais en quelque sorte investi d'une certaine latitude pour préciser les voies, moyens et modalités de travail. Mais du côté du FLNKS et du côté du RPCR, je me suis trouvé pendant un certain temps dans l'incertitude quant à savoir si ils étaient bien d'accord sur les traductions opérationnelles que j'esquissais. Alors cadre, dans notre esprit, et là je dis dans l'esprit des 3 signataires, et dans celui de l'exécutant que je suis, ce sont des cadres dirigeants, supérieurs, on dira. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'une référence Bac plus 4, Bac plus 4, Bac plus 6. C'est à ce niveau-là. Autrement dit, tout agent d'encadrement, un agent de maîtrise dans l'industrie ou les mines, un technicien supérieur dans les transmissions, le commerce, un agent d'encadrement, n'est pas au sens que nous employons dans la cible du programme. Alors disons que cette année 89, puisque les bacs sont en décembre, en novembre, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, ça a été une bonne cuvée. Nous avons 2 bacs C mélanésiennes de filles, bon, et nous avons une bonne douzaine de bacs D, ce qui est énorme, un bond colossal et une performance remarquée de Docamo, le lycée mélanésien, appelons-le ainsi, privé, de Nouméa. Donc nous avons en 89, de ce côté-là, un vivier qui s'est singulièrement enrichi. Alors, on verra tout à l'heure ce qu'il faut faire pour que la tendance se confirme, parce que ça peut être simplement une embellie, et puis on retomberait dans les années précédentes. Mais pour ne pas se laisser aller à des appréciations trop rapides, parce qu'on n'a éclairé qu'un élément du décor, je dirais que dans cette même année 89, glorieuse au niveau du bac, nous n'avons eu aucun, l'année 0 en technicien supérieur. Il y a aujourd'hui 5 sections de techniciens supérieurs, 3 industriels, 2 tertiaires, 0 technicien supérieur Canac. 0 reçu aux examens de droit, capacité, DOG, licence. Bon, par conséquent, tout ça est très fragile. Et ça nous invite à réfléchir aussi sur l'adéquation ou l'adaptation des formations à Nouméa pour les jeunes mélanésiens. Une fois qu'on a quitté l'univers un peu protecteur du lycée, qui n'est pas un univers facile, parce que le lycée à Nouméa et l'internat à Nouméa, c'est pas drôle, mais c'est quand même malgré tout protecteur. Mais quand vous êtes livré ensuite aux études supérieures, sans racines dans la ville, avec des correspondants qui n'ont pas beaucoup de place, ni beaucoup de temps à vous donner, ni beaucoup de compétences pour vous conseiller, c'est aussi difficile. Bon, alors je reviens à ceci. Donc notre niveau de visée, c'est ça. Le cadre dirigeant, c'est-à-dire l'ingénieur, le médecin ou la sage-femme, mais pas l'infirmière. C'est un niveau au-dessus.
c'est le cadre dirigeant dans l'industrie ou dans le commerce, c'est le professeur dont on a parlé, mais je ne prendrai pas les instituteurs au niveau où on en a parlé tout à l'heure comme des cadres. Tous ces gens-là encadrent le tissu économique et culturel et social, bien évidemment, mais ils ne sont pas dans ce créneau sur lequel nous avons posé notre objectif, 400. Bon, deuxième chose, 400, ça représente quoi par rapport au flux général? Alors là, ce n'est pas évident. Et bon, je prendrai cette comparaison ou ce rapprochement pour ce qu'il vaut. On peut en sourire, on peut dire finalement les gens ont la main heureuse. Je ne sais pas. Mais j'ai discuté avec M. Ramov, qui est le patron de la formation professionnelle, comme je crois tout le monde le connaît ici en métropole, et qui vient d'être chargé d'une mission, vous le savez aussi, d'assistance technologique et de formation pour les pays de l'Est. Et donc je savais, j'avais lu dans le journal qu'ils allaient former 6000 cadres russes, soviétiques. Et donc je dis à Ramov, ben, bravo, moi je fais dans le Lilliputien, mais vous, c'est Gulliver. Par contre, on peut peut-être avoir des savoir-faire à échanger. Et je lui dis, mais 6000, ça représente quoi? Et il me répond, bon, 6000, ça représente le chiffre auquel une commission d'experts était arrivée. Bon, ça faisait à peu près 3000 les capacités qu'on avait d'encadrer, de recevoir, de former. Et puis d'un politique, le premier, et qui dit, bah, multipliez-moi ça par 2. Bon, alors je ne sais pas si les 400, c'est résulté du même processus d'accouchement des décisions politiques. C'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Quoi qu'il en soit, moi je n'ai jamais eu au départ de justificatif sur ce chiffre. Donc c'est en rapprochant les données de l'ITSE, de l'Office du Travail, de la Chambre de commerce, enfin des effectifs de l'administration, que j'ai repéré qu'au fond, nous avions, si nous regardions les gens qui justifient d'un niveau Bac+4 en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas tous des employés, hein, de la population active employée. Il peut y avoir aussi des femmes au foyer qui accompagnent Marie, voire des retraités, que sais-je. Que l'on croise ça avec les gens qui remplissent des fonctions effectives d'encadrement supérieur dans les administrations, vous connaissez l'importance, les services sociaux, les grands établissements publics, le privé, on arrive à un chiffre qui est d'à peu près 3005, 4000 cadres qui pèsent au niveau des décisions qui entraînent en quelque sorte le mouvement sur le territoire. On arrive à ce chiffre de 4000. Et donc 400 produits sur 10 ans représentent quel pourcentage dans les relèves? Là, il faut prendre en compte un élément qui est très particulier à Nouvelle-Calédonie, c'est que sur ces 3 ou 4 000 dirigeants, responsables de haut niveau et dirigeants, le taux des métropolitains est quelque chose de considérable, de tout à fait étonnant dans certains secteurs. L'enseignement, s'il n'y a pas de Kanak, il n'y a pas beaucoup plus de Caldoches, ni d'Indonésiens, ni d'Wallisiens. Donc, qui sont les profs de lycée? Des métros. À l'hôpital territorial, au CHT, qui sont les médecins? Pour la plupart, des métros. Dans les cadres des télécoms, etc. L'armée, bien sûr. Donc vous avez un nombre de métropolitains, dont je fais partie, après quelques autres, et avant encore, je suppose, un bon nombre d'autres. Vous avez un nombre de métropolitains très important dans ce créneau particulier des Bac+4, Bac+6. Et quelle est la caractéristique de ces métropolitains? Comme moi, c'est que ce sont des éphémères. Autrement dit, ils font 3 ans, ils font 6 ans, ils font 9 ans. Enfin, certains prennent racine et deviennent des Calédoniens à part entière, mais la plupart font des séjours courts ou relativement courts. Ce qui fait que le turnover, qui dans un arrondissement comme Montpellier ou Grenoble est à peu près, bon, ben, on change notre population de cadres tous les 18 ans ou tous les 20 ans. Là-bas, c'est en gros tous les 7 ans. Qu'à ce niveau-là, il faut prévoir le renouvellement de l'effectif. Ce qui signifie que les 400 cadres produits sur 10 ans vont représenter à peu près le 10e de la production de cadres qui est nécessaire. Voilà, alors ça c'était le deuxième point
alors je ne sais pas si tous ces calculs ont été faits, etc., mais qui remet bien les choses à leur place. Nous avons pris une option dans ce programme pour 1 sur 10 des cadres qui doivent arriver, disons, d'ici 98, à exercer des fonctions de premier plan. Et c'est déjà ambitieux, quand on rappelle le vivier et les difficultés culturelles, sociales, économiques que les Kanaks ont à surmonter pour arriver à se lancer dans ce parcours. Dernier point, principalement mélanésien. Bon, c'est les termes des mesures qui accompagnent les accords de Matignon. Donc là aussi, je crois qu'il fallait essayer de le chiffrer, faute de quoi on aurait toujours été dans des palabres. Et j'ai, pour ce qui me concerne, posé la barre à 80% de mélanésiens, 20% le reste, sur les 400. Bon, au début, il y a eu un peu de rumeurs, un peu de fantasmes, un peu d'agression. Ça a été proposé, ça a été réfléchi, ça a été discuté dans les enceintes propres qui sont les leurs, et le RPCR et le FLNKS ont dit, bon, ben c'est OK, marchons sur cette base, 80% dans ce régime, dans ce dispositif 400 cadres. Et on est sur cette base. Ceci dit, moi je ne suis pas, pour l'heure, capable d'atteindre les 80%. En 89, il y a eu 73% de mélanésiens dans les stagiaires envoyés parmi les 400 dont je m'occupe. Et en 80, au stade actuel des sélections, puisque les stagiaires vont arriver pratiquement vers septembre pour la plupart d'entre eux, je ne suis même pas à 65%. Donc il faut, mais ça c'est le rôle de, comment dire, de l'écrémage et du ratissage et de la recherche active dans les universités métropolitaines, aller rechercher des étudiants, on y vient, qui sont déjà arrivés à un niveau tel qu'ils puissent entrer dans le dispositif 400 cadres pour monter la proportion et tâcher de retrouver les 80%. Dans un premier temps, je crois qu'on a cherché, et personnellement je me suis engagé dans ce sens-là, 2 objectifs. On a cherché à atteindre 2 objectifs. Un premier objectif qui était celui-là, tenir les engagements des cadres de ce niveau-là, dans ces délais-là, et à cette proportion de 4 sur 5 mélanésiens. Et en même temps, donc ça c'était un objectif que j'allais dire quantitativement assez facile à cerner. J'ajouterais le plus vite possible, le mieux possible, au meilleur coût possible. Encore que pour une fois, je ne suis pas gêné pour des questions d'argent. Mais ça compte quand même, il s'agit de ne pas gaspiller l'argent. Il s'agit surtout de ne pas gaspiller le potentiel de ces stagiaires et l'image de marque dont ils sont tous détenteurs d'une certaine façon. Enfin, il ne faut pas non plus gaspiller le fric. Donc ça, c'était assez simple. Mais en même temps, on avait un autre objectif, pas explicité dans les accords de Matignon, mais qui a été vraiment, comment dire, qui s'est imposé un peu de soi dans l'image en 89 et qui dure encore, et dont pourtant je crois qu'il est dépassé et qu'il était un peu une illusion. Et je m'en explique très franchement. Ce second objectif était un objectif de promotion sociale, considérant que des hommes et des femmes qui avaient 20 ans, 25 ans, en 70 ou en 60, n'avaient pas eu les chances qui sont celles des jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait, on le rappelle dans les documents, un bachelier sorti en 61, et c'était le premier. Parce qu'en 70, ils étaient peut-être 15 ou 30, 50, même pas. Donc, les jeunes doués, capables, potentiellement appelés à devenir des responsables, représentent en fait une génération qui a été écrasée, qui a été écartée et laissée sur le côté de la route. Et j'en connais des quantités. Et ceux que vous avez reçus, si vous avez vu un certain nombre de ces stagiaires qui ont 35 ou 40 ans, la moyenne d'âge de ceux qu'on a envoyés ici était 28 ans, ont pu raconter ce qu'avait été leur jeunesse. Et ce n'était pas évident.
quand avec un bac, vous vous présentez, un bac technique dans les boîtes à Nouméa, et que vous demandez du boulot, on dit tiens, prends la baramine, puis tu vas faire des trous, puis tu viendras me voir dans un mois. Ou on le fait. Si on doit nourrir sa famille, on le fait. Puis au bout d'un mois, c'est toujours la baramine. Et puis au bout de 2 ans, on a oublié son bac, et puis on est bon pour faire la baramine. Et on y reste. Ou on ne le fait pas, parce qu'on revendique par dignité d'être payé et d'être employé au niveau de son diplôme, et on dit, bah, va chercher ailleurs. Alors il y a eu ça pendant longtemps, ça existe peut-être encore sous des formes moins brutales, qui fait que cette génération n'a pas eu sa chance, et que l'opération 404 s'est présentée d'une certaine façon comme la possibilité pour cela de trouver une deuxième chance. Et nous avons joué cette carte, avec des femmes et des hommes qui avaient, disons, entre 30 et 45. Bon, mais je dis qu'aujourd'hui, je suis obligé de mettre un sérieux coup de frein à cette promotion sociale, parce que je n'y arriverai pas dans les délais. Parce que c'est long, parce que c'est rouillé, parce que ça redémarre mal, parce que ça a 5 ou 8 ou 10 enfants, parce que c'est pas évident de se refoutre aux études avec tout ce poids, même si on a le courage, même si on est soutenu, et que je dois aller vite à tenir les objectifs, et que de plus en plus le programme va se rajeunir, et que de plus en plus je m'intéresse aux étudiants. Alors non seulement les étudiants qui sont en métropole dans un certain nombre de disciplines, mais je dirais même aux plus jeunes, à ceux qui sont en terminale, à ceux qui sont en première, à ceux qui sont en seconde. Et quand je vais dans les collèges de Brousse, parce que j'ai la chance de pouvoir circuler un petit peu, ne serait-ce que pour voir les familles des stagiaires, tout ça, puis connaître un peu le pays, je n'y avais jamais mis les pieds avant octobre 88, je vois bien tout ce qu'il faut encore faire pour éviter que ces promotions riches de jeunes, moyennement doués, c'est-à-dire dans laquelle on trouvera aussi bien des excellents que des quelconques, ne soient pas au résultat, au finish, dans les proportions par rapport aux autres ethnies que celles qui figurent sur les papiers. Donc il y a un énorme travail de rééquilibrage des chances qui va bien en amont de l'opération 404. Et comme le disait Patrick tout à l'heure, bon, nous avons commencé sur ce créneau 400 et de plus en plus nous sommes en train de déborder vers l'amont. Amont des étudiants, amont des lycéens, pas des collégiens, mais enfin tout se tient. Alors, ça c'est pour cadrer le programme dans son ensemble. Un mot des pratiques, et puis je viendrai plutôt aux questions concrètes de toute nature, celles que vous avez posées ou que vous souhaitez poser encore. La pratique. C'est vrai qu'en simplifiant, on pourrait dire qu'elle est le contraire de ce qui se faisait. Ça me rappelle le bon vieux Bertrand Schwartz qui disait « il ne s'agit pas de faire plus ou de faire mieux, mais bien souvent il s'agit de faire autrement ». Autrement, ça veut dire s'occuper du point de chute et de l'emploi avant de commencer les études. Autrement, ça veut dire chercher avec un jeune, avec le temps qu'il faut, ce pourquoi il est fait. Et ça ne se lit pas dans le livret scolaire. Enfin si, avant de former les cadres, moi j'ai eu 5 gosses. Donc j'ai eu ce problème d'orientation et j'ai vu les limites des dispositifs tels qu'ils fonctionnent en métropole entre les lycées, le CIO et la suite. Bon, alors imaginez là-bas, ça devient surréaliste. On y a fait allusion tout à l'heure, le jeune qui sort avec son bac et qui va consulter les documents du CIO, qu'est-ce que je peux faire avec un bac B? Ah bah là, il y en a 3,50 m sur le rayon. Avec le bac B, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, toutes les universités proposent, toutes les ceci, les techniciens supérieurs, et le jeune se trouve, bon, quelquefois avec un petit élément de dialogue qui l'éclaire, recentré sur 2 ou 3 filières possibles, et puis vogue la galère. Il part là-dessus. Il demande une bourse sur ce programme. Il s'est donc inscrit dans un IUT de technique de commercialisation, à Sceaux ou ailleurs, Montpellier. Et il a demandé sa bourse, pourquoi pas, avec un bac B, mais oui, ça baigne. Seulement, manque de peau, à l'IUT, il y a 1800 demandes, ils en prennent 40 ou 60. Eh ben, lui, il n'a pas un dossier scolaire tellement bon, alors ça arrive, 3 mois après, ben non, vous n'êtes pas admis.
Ben alors prenez donc une place là-bas à l'université, en première année d'AES, mais ils accueillent largement 600 dans l'amphi, 2 de plus, 10 de plus, c'est pas gênant. Et donc il s'inscrit là. Et il revient à la commission de bourse. Ah mais monsieur, vous aviez dit que vous inscriviez dans un IUT, technique de commercialisation. Je vois que vous êtes en AES. Ah, il n'y a pas de bourse. Alors quelquefois il a déjà fait le voyage, donc il arrive, les associations qui sont là rencontrent des cas comme ceux-ci. Bon, là c'est un peu caricaturé, mais je vous le dis, c'est pas un cas unique, hein. On peut les égrener. La saison que j'ai passée m'a permis de rencontrer un bon petit paquet et des parents assez affolés quand ils sont partis, suivant très très mal le film, ne sachant pas trop ce qui se passait, mais voyant les résultats. Mon gosse appelle à l'aide, on n'a pas de sous, il vit tout seul là-bas à Grenoble, il est pris en charge par personne. Donc la première des choses, négocier avec une structure d'emploi le poste qui doit être pourvu. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, il n'importe. Que nous n'enverrons en métropole se former que des gens qui sauront quel poste ils doivent occuper. À long terme, c'est pas aisé. C'est pas aisé parce qu'il peut se passer des tas de choses hein, sur les 4 ou 5 ans de formation. C'est pas aisé non plus parce que les décideurs sont souvent des gens qui sont là un peu de passage. J'ai interrogé les directeurs de l'agriculture, du développement rural ou de la DETAS, de la santé, pour leur dire, bon, bah, vous avez besoin par exemple, pour parler de vétérinaires. Oh, bah, des vétérinaires, on a notre compte. Bah oui, vous avez votre compte, mais je vois, c'est tous des métros, parce qu'on n'a pas encore formé un seul vétérinaire calédonien, et il y a un élevage important, vous le savez, tout le monde le sait. Donc, les prochaines relèves, c'est quand? Ah ben, j'ai demandé 2 vétérinaires, là. J'ai demandé 2 vétérinaires, un pour dans 1 an, un pour dans 2 ans. Bah, oui, d'accord. Alors ça, c'est pas à moi qu'il faut en parler. Il faut demander à Maison Alfort, ils vont vous envoyer le vétérinaire, ça sera très bien, ça permet à des jeunes métropolitains de connaître la Nouvelle-Calédonie. Et après, il me dit, moi je serai parti. Alors on a toujours un peu de difficulté à maintenir l'espace d'un scénario, les décideurs, et pas simplement dans le public, hein, quelquefois aussi dans le privé. Si je prends les banquiers ou les sociétés de distribution d'électricité, vous avez aussi des cadres qui vous tiennent un peu ce langage. Ouh là là, les prévisions à 5 ans, à 7 ans. Bon, mais je dis, votre métro, il va venir passer combien? Celui qui arrive dans 1 an, il va peut-être venir passer 6 ans. Bon, c'est une hypothèse. Ah oui, je laisse faire mon hypothèse. Bon, si je mets maintenant un gars en formation, veto, il a des chances dans 7 ans. Ah bah, bien sûr. Bon, mais il faut quand même qu'ils arrivent à accoucher de ça, que nous sommes tous responsables de ce qui se passera dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Et que s'ils ne prennent pas ce laps de temps, cet horizon de visée avec nous, on a du mal à travailler. Et ça se fait, c'est vrai, petit à petit. Et ça suit. Et je dirais, on a eu dans un premier temps la discipline de l'administration qui a bien joué. On a convoqué les chefs de service, les directeurs, les ceci, cela, et on leur a tenu ce discours. Et ils ont fait l'effort de rendre une copie qui nous permettait de traiter et de prendre quelques options pour l'encadrement futur. À partir de là, on a pu montrer aux gens du Pré, ben, vous voyez, dans le public, quand même un gros morceau hein, sur ce territoire, ce qui se passe. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le même effort? Et certains n'avaient pas attendu qu'on les sollicite. La société Le Nickel, dont on a parlé beaucoup depuis tout à l'heure, ben, ça fait, je dirais, 15 ans que comme une multinationale qui se respecte, elle mise sur plusieurs tableaux et qu'elle se dit j'ai quand même intérêt à avoir un certain nombre de cadres Canac, on ne sait jamais quelle option le territoire aura pris en 98, et c'est pas la seule. Donc des boîtes qui sont soucieuses de leur implantation et de leur devenir stratégique ont anticipé sur les accords de Matignon pour esquisser et réussir quelquefois une promotion Canac. On a dit qu'il n'y avait pas d'ingénieurs mélanésiens, si, il y en a au moins un à la SLN qui a été formé, et il y en a d'autres qui se préparent, qui a été formé par la boîte, et, enfin, en promotion sociale, et après ça dans l'école des mines d'Alès, mais qui a son diplôme d'ingénieur des mines, c'est Jean Onakoko. Donc il y a eu un effort de promotion et de rééquilibrage qui a précédé notre dispositif. Mais les entreprises privées ont adhéré et elles sont même venues progressivement nous voir. Je pense à la distribution de l'eau et de l'électricité qui est assurée par une filiale de la Lyonnaise des Eaux et dont le président Sédou, Marc, est venu nous dire « Nous voulons, c'est une option de notre conseil d'administration,
du siège. Nous voulons avoir 2 ingénieurs Canac en 95, un électricien, un hydraulicien. Bon, allez, on vous passe commande. Et nous avons donc pu proposer à cette boîte 5 ou 6 candidats, des jeunes d'ailleurs, dont 2 qui ont été retenus terminent maintenant leur année de taupe spéciale, puisqu'ils avaient le BTS ou un DUT à Diderot à Paris, et vont vraisemblablement intégrer les écoles d'ingénieurs à la rentrée. Voilà, donc il y a ça comme premier élément, savoir quel poste il va tenir et avoir un employeur solidaire lié au contrat. Deuxième élément, repérer parmi les candidats ceux qui ont les aptitudes et le niveau. Les aptitudes, la vie passée, l'expérience, parlent. Les témoignages des uns des autres. Le livret scolaire, j'ai craché dessus tout à l'heure, il ne faut pas le négliger non plus, surtout pour les jeunes, ils n'ont pas grand-chose d'autre à apporter. Mais il y a tout le reste. Et le niveau, notre option est actuellement, c'est une visée assez théorique. Mais entre la visée déclarée et la réalité, il y a quelquefois une marge. Mais je donne la visée. C'est de ne plus envoyer en métropole que des bac+2. Tout notre effort actuel est d'essayer de consolider, d'aménager et de diversifier les formations bac+1 et bac+2 sur le territoire. Je prends un exemple. On a été rechercher en métropole quelques étudiants Canac qui étaient en grande difficulté en première année de médecine. Ils avaient loupé 2 fois la première année de médecine, ils avaient été chercher en Belgique une autre première année de médecine, s'était fait étendre aussi. Enfin bref, ils étaient plutôt découragés. Bon, on les a conseillé de revenir, donc il n'y avait plus aucune bourse, de revenir. 2 sont revenus, je ne te dire pas 50 dans cette situation-là. Les autres se sont reconvertis localement dans des stratégies qui sont assez semblables à ce qu'on faisait sur le territoire. Mais sur le territoire, nous avons créé un BTS d'analyse médicale, analyse biologique et médicale, avec l'Institut Pasteur, avec la Banque du Sang, avec les vétérinaires dont j'ai parlé il y a un instant, avec les laboratoires de la Mutuelle des fonctionnaires et de la CAFAT, qui est la sécurité sociale, et puis un laboratoire privé. Et donc tous ceux qui avaient un potentiel en encadrement, un potentiel en emploi et un potentiel en matériel, s'est mobilisé pour instituer, avec le Centre national d'enseignement à distance, le CNED, une formation pour des BTS qui ne sont pas ouverts dans les établissements scolaires. Et on a pu faire rentrer là-dedans nos étudiants, plus 2 autres bacheliers recrutés sur le territoire, plus 2 salariés, l'un de la Banque du Sang et de l'autre de la CAFAT, et puis je ne sais plus trop qui, enfin ils sont 10 à suivre répartis dans les différents labos cette formation. Ce n'est pas du 400 cadres. C'est une des retombées du dispositif pour nous permettre d'amener à bac+2 un certain nombre de ces jeunes qui désespérément, peut-être parce qu'ils avaient pour certains d'entre eux pris la voie d'ascension directe et frontale de la paroi, puis qu'ils s'étaient retombés 3 fois sur le cul, et à qui on a dit mais non, prends plutôt par l'arête, et puis tu viendras comme ça, tu vas arriver là. Et quand ils me disent oui mais là je ferai jamais médecine, je dis ne parle pas trop vite. Moi j'ai une copine, elle était d'ailleurs venue à Montpellier la première fois que je suis venu voir les étudiants ici, qui a commencé ses études de médecine à 33 ans. Alors, ce n'est jamais trop tard. Et commencer avec un BTS d'analyse bio, évidemment, ce n'est pas la voie normale. Mais c'est peut-être une voie adaptée, et pendant ce temps-là, tu ne perds pas ton temps, et à la sortie de ce stage, tu es sûr d'avoir un emploi. Bon, ça fera 10 contrats métropolitains en moins dans 2 ans. Mais ça, c'est pas grave, on travaille dans ce sens-là. Donc la deuxième chose, c'est vraiment de repérer les aptitudes et de poser le niveau. La troisième, c'est avant le départ, une fois qu'on a solidarisé un employeur, un stagiaire volontaire, de trouver l'institution qui accepte de le former en métropole. Alors pour ceci, il est vrai que notre relais à Paris est tout à fait important. L'année dernière, nous n'avions pas ce relais à Paris, nous avons dépensé un argent fou à communiquer directement avec 50 écoles. On ne voulait pas former un groupe tous dans la même ville, ça n'avait pas tellement d'intérêt. Il nous paraissait plus important de les immerger dans le tissu le plus convivial possible, je crois pouvoir dire. Et donc nous avons cherché les écoles qui
acceptait notre pari, à qui nous pouvions garantir le niveau d'entrée et qui faisait le reste, si je puis dire. C'est-à-dire qui cherchait une pédagogie différenciée, des mises à niveau, des soutiens pour arriver coûte que coûte au résultat. Ça n'a pas été toujours réussi. Et nous avons rapatrié un, et peut-être deux, il y en a un qui est sur la bascule en ce moment, en tout cas un stagiaire de l'année 89. Il était parti pour 2 ans déjà, au bout de 3 mois ou 4 mois, il est rentré sur le territoire. Bon, il était largué, il n'était pas de niveau, c'est pas la peine d'insister. C'est pas la peine de refaire ce que j'ai critiqué des envois en métropole, et puis vas-y, puis on verra dans 2 ans ce que tu as donné. Non. Et celui-là qui est rentré, il a rejoint le groupe d'analyse bio, d'ailleurs ça tombait bien, il était dans ce domaine-là, donc il n'a pas été perdu. Donc la troisième chose, c'est de trouver une structure en métropole. Il y a une liste qui a circulé, je l'ai vue tout à l'heure entre les mains de je ne sais pas qui, où apparaissent tous les stagiaires. Les 55 stagiaires qui sont venus en métropole en 89, ils sont encore à peu près 49 sur le territoire métropolitain, sont répartis dans au moins 25 villes, dans tous les coins. La quatrième chose, c'est de les mettre à niveau avant le départ, en profitant souvent de plusieurs mois qui séparent la décision de l'embarquement dans l'avion. L'avant-dernier point, c'est un tuteur ou un correspondant de stage là où ils arrivent en métropole. Pour nous, ceci est un point capital. Au début, nous l'avons affirmé avec une force prophétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cru les sceptiques qui disaient « vous n'arriveriez jamais, tout ça ». Bon, non, ce sont des bénévoles que nous avons mobilisés partout où c'était nécessaire. Et en plus, nous avons défini avec beaucoup de précision et d'exigence ce que nous attendions. Premièrement, c'est un professionnel du métier que doit exercer le stagiaire à l'issue de sa formation. Bon, s'il est dans une école des mines, ce sera un ingénieur des mines. S'il fait ses études de médecine, on n'en a pas encore envoyé de ce côté-là, mais ça va venir. Ce sera un médecin, etc., etc. Deuxièmement, il connaît la Nouvelle-Calédonie, il y a servi. J'ai dit tout à l'heure, avec ce turnover de métropolitains qui sont partis dans ces niveaux cadres, c'est pas ce qui manque. On en rencontre partout. J'ai été même surpris, je dirais, chez mes voisins, mes relations, d'apprendre que tellement avaient été en Nouvelle-Calédonie à partir du moment où moi-même je me suis préparé à y aller. Troisièmement, qui ait envie de rendre un peu de ce qu'il a reçu là-bas. Donc il faut qu'il aborde les choses avec un esprit positif, et naturellement qu'il ait un foyer convivial, où on puisse aller chez lui pour parler un petit peu autre chose que de boulot. Mais d'abord, c'est l'interface entre un stagiaire, pour qui l'essentiel c'est de réussir sa formation, et une institution de formation qui ne doit pas faire de cadeaux, mais qui nous envoie quand même tous les 3 mois un bulletin très détaillé sur où on en est avec ce stage, qu'est-ce qui marche pas, de quoi il a besoin, et le tuteur ou le correspondant de stage vérifie que ceci se passe en permanence. Voilà, et alors je dis quand même le dernier point, parce qu'on le passe pudiquement sous silence, mais c'est qu'ils sont bien payés. Et tout à l'heure, quand on a dit 4008, je dis ouais, c'est le minimum. 4008, c'est le minimum, parce qu'à ces 4008 planchers s'ajoute une indemnité s'il est marié, une indemnité par enfant qui doit être de 500 francs par enfant, une prime de logement qui, s'il est marié, augmente aussi, etc. Bon, plus des indemnités diverses, d'équipement, de ceci, cela. Ce qui fait qu'en 89, je crois que le célibataire le plus modeste devait toucher 6006, et le boursier bien chargé de famille devait toucher 13 000. C'est pas mal pour venir faire un stage. À côté de ça, les fonctionnaires du cadre métropolitain qui viennent se former en métropole conservent leur salaire intégral, et même quelquefois plus que ce qu'ils touchent là-bas. Alors, là aussi, il y a des bénéfices qui sont quelquefois excessifs. Enfin, ils existent. Donc, nous n'avons pas de ce côté-là lésiné, mais nous avons créé des remous. Et ça a un petit peu déstabilisé les étudiants ou les autres stagiaires qui, eux, ne voyaient pas leur bourse augmenter et qui même subissaient, là, sur le tard, des
des dommages importants du fait des retards au versement de la bourse. Aujourd'hui, on tâtonne, hein, on navigue un petit peu comme ça, pragmatiquement. Aujourd'hui, je suis, pour ce qui me concerne, résolu à réduire les taux de bourse. Pas tous, hein, mais à trouver, à réduire le gap qu'il y a entre l'étudiant en maîtrise qui est toujours à 2003 ou 2005 et puis le stagiaire qui démarre à Bac+2, célibataire, et qui démarre à 6006. Parce qu'au fond, c'est ça. C'est pas normal. Donc il faut que nous trouvions, et le ministère des DOM-TOM est tout à fait d'accord pour réévaluer, tout à fait d'accord, attention, les arbitrages financiers n'ont pas encore été tirés, mais enfin, les propositions, c'est de réévaluer les bourses des étudiants pour les amener 2008, 3000, 3003, je crois qu'ils ont visé 3003, mais ça m'étonnerait qu'ils les obtiennent. Et nous, de notre côté, baisser le taux de démarrage de nos bourses pour les rendre progressivement plus élevés au fur et à mesure qu'on avance dans la formation. Ce qui permettrait de traiter, je dirais, tous les stagiaires ou étudiants qui en sont à Bac+1, Bac+2, à un régime sobre, sauf s'ils sont chargés de famille, cas particulier, promotion sociale dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui se posera, me semble-t-il, de moins en moins, dans ce programme-là. Et puis, à partir du moment où ils passent au deuxième cycle des études supérieures, d'obtenir une bourse qui serait de l'ordre de 3005 à 4000, et après, de passer plein pot sur les plus forts coefficients des bourses. Alors je vous dis ça d'une manière un peu floue, parce que tout est loin d'être stabilisé, mais il faut que nous réduisions cette tension qui est inutile et malsaine entre des boursiers qui en ont de trop, à la limite, et j'ai même eu quelques raisons de m'inquiéter de ce, pas de trop perçu, c'était légitime, c'était légal, mais des mauvais effets que peuvent avoir un peu trop d'argent géré par un jeune homme qui n'a pas la maturité nécessaire. Bon, alors ça, il faut faire aussi attention à tout ça. Alors, voilà le dispositif. Il est parti d'une manière, je dirais, artisanale, politiquement, me semble-t-il, assez saine, dans la mesure où tout a été joué carte sur table et que les observateurs politiques constituent nos familiers qui sont là en permanence, que la commission que nous avons créée est strictement paritaire, mélanésiens, non mélanésiens, qui sont représentés les élus et des personnalités qualifiées, mais qui sont chacune fortement représentatives d'ensembles importants, que dans tous les jurys professionnels auxquels sont soumis nos candidats, on retrouve la même proportion, 50% de Canaques, 50% de non-Canaques, et quand on cherche, on finit par les trouver, ces compétences dont on nous dit qu'elles n'existent pas, elles existent, et que dans les opérateurs même de l'opération, dans les acteurs, dans les agents, là aussi, nous essayons d'avoir la moitié de Canaques. J'ai fait d'une certaine façon la règle, pour moi une règle, de cette réflexion que un de mes amis et introducteurs n'avait pas tardé à me faire, en observant ce qui se passait depuis les accords de Matignon. Faites attention, c'est bien tout ça, mais vous en faites peut-être un peu trop pour les Mélanésiens, et vous ne donnez pas assez l'occasion aux Mélanésiens de s'engager comme responsable ou réalisateur de ces programmes. J'ai l'impression que vous avez peur qu'on ne sache pas faire. Donc ça, moi j'ai beaucoup entendu ça, et je crois que dans le programme lui-même, une des originalités, c'est ceci, c'est que les Mélanésiens ont à tous les niveaux une place importante, et c'est normal, le reste aurait été quelque peu déphasé ou décalé. Voilà, je suis un peu trop bavard sur l'opération. Je voulais peut-être vous dire encore, mais je ne fais que les citer, quelques initiatives corollaires
ou retombées du dispositif. J'ai parlé des BTS que l'on prépare là-bas, on va en lancer sans doute un ou deux autres, toujours avec le même système, engager les professionnels, parallèlement avec l'enseignement à distance, et puis l'encadrement de tutorat donné par des profs là, du lycée ou de l'université. Deuxième affaire très importante, je crois, c'est l'année de formation scientifique de base. Patrick a fait allusion à cette préfiguration importante, mais à mon avis trop légère, que représente le semestre d'acclimatation organisé à Montpellier et aujourd'hui aussi à Strasbourg pour des jeunes bacheliers mélanésiens qui ne connaissent pas du tout la métropole et qui doivent à la rentrée de septembre ou d'octobre faire leurs premières armes à la fac ou dans les écoles. C'est bien de faire 6 mois. Nous avons pensé qu'il valait mieux perdre 1 an de plus au point où on en est et de faire 18 mois. Et ces 18 mois de formation scientifique intensive ne seront pas ouvertes à tous. Je fais une option là encore un petit peu productiviste. Je sacrifie les bacs G1 et les G2. Par contre, sur les B, sur les C, les rares, sur les D, nous investirons à fond pour qu'ils puissent, au bout d'1 an et demi, préparer et réussir le concours de sage-femme. Au bout d'1 an et demi, faire une entrée convenable dans une hypotope pour les meilleurs d'entre eux. Au bout d'1 an et demi, passer des concours comme celui de l'école de cartographie dont j'ai parlé, et dont si je les prenais maintenant, ils seraient tous étendus, etc. Donc nous avons ce projet de mettre en place sous forme de 3 semestres, un semestre à la charge des lycées de Nouméa, un semestre enchaînant à la charge de l'Université du Pacifique à Nouméa, un semestre enchaînant à la charge d'une université métropolitaine dont je vous tairai le nom pour ne pas faire des jaloux, mais avec qui je crois que nous avons trouvé le partenariat le plus engagé, le plus à la fois ambitieux et raisonnable, et qui va nous permettre d'avoir une opération solidaire, où chacun ne dira pas « ils sont trop faibles, c'est la faute du précédent ». Non, on prend ensemble la responsabilité d'amener ces bacheliers d'un niveau médiocre à une mention de bac D ou un bon bac C. Et c'est ça qui nous manque. Et j'espère qu'on va en sortir une dizaine par an. Ça, c'est la deuxième retombée. La troisième, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure après-bac service, qui permet de doubler le service un peu caricatural ou caricaturé, parce qu'en réalité, c'est moi qui l'ai caricaturé. Ils font des choses honnêtes au CIO, Centre d'information et d'orientation, par un suivi. Le CIO vous donne des bons conseils. Par contre, vous n'allez pas voir derrière ce qu'on fait de votre conseil. Eh bien, nous faisons après-bac service et nous ne lâchons pas ce jeune dans une sorte de guidance depuis le moment où il a le bac jusqu'au moment où il est entré dans ses études supérieures. Donc ça dure à peu près 6 mois. Et que toutes les démarches, et que tous les choix, et que toutes les garanties soient prises avec lui, en accord avec lui, pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Ça se traduira vraisemblablement par la moitié moins qui partiront en métropole. Mais sur ceux qui partent, certainement la moitié plus qui réussiront. Alors ça, c'est des choix dont on n'a pas fini de discuter, parce que là aussi, je ne vais pas tout à fait dans le sens de la demande sociale, mais dans le sens de la performance. Mais la demande sociale qui se traduit par des échecs et des retours au pays dans l'amertume, c'est pas non plus, je crois, honnête d'y répondre directement comme ça. Il y a d'autres voies. Et puis la dernière de ces mesures de retombée, c'est un soutien scolaire au niveau des secondes, des terminales, des premières et des sections de techniciens supérieurs. Soutien scientifique. Là aussi, on a serré un petit peu notre approche, non pas pour ne faire que des ingénieurs ou des médecins ou des chercheurs, pas du tout. Je pense qu'on peut faire d'excellents administrateurs et à la limite d'excellents juristes et de très bons enseignants avec une formation scientifique, mais que c'est ça, que c'est dans ce champ-là qu'ils ont à la fois des aptitudes remarquables et en même temps la plus grande difficulté à s'imposer. Donc c'est dans le sens de leurs aptitudes qu'il faut les pousser et les soutenir. Alors là-dessus, le vice-rectorat a les moyens qu'il met à la disposition de cet objectif général. Et ce que nous allons peut-être faire en mesure d'accompagnement dernière, mais ça ce n'est que l'objet de conversation, sous l'arbre, à Yengen, justement, dont on parlait avec Marie-Claude Chibaou, c'est une association des parents des élèves internes des lycées de Nouméa. Il faut savoir que l'internat, c'est dur,
et que l'internat ferme ses portes le vendredi à 5 h et qu'on vous balance dans la rue et revenez lundi matin. Et où aller? Et où aller? Proposer aux étudiants. Ça fait 2 fois qu'on fait, on l'a fait en novembre dernier, novembre-décembre, et on est en train de la refaire en ce moment. Le tour des universités métropolitaines pour aller voir un certain nombre d'étudiants, principalement mélanésiens là encore, mais pas exclusivement, mais principalement mélanésiens. À la fois pour nourrir l'opération 400 cadres, parce que nous avons des demandes et nous avons des gens qui sont potentiellement susceptibles d'y répondre. Je prends un exemple, la structuration du pôle urbain dont on parle beaucoup dans le Nord. Toutes les opérations d'équipement, d'aménagement de l'espace, et dans les îles d'une certaine façon. Bon, nous avons une pléthore de géographes, qui se sont engagés pour des raisons diverses, d'ordre culturel, d'appétit pour la discipline. Il y en a qui réussissaient, au fond, on le suit, etc. Quand je suis arrivé en octobre 88 sur le territoire, j'ai regardé dans les bourses nouvelles qui avaient été distribuées, et sur 17 bourses qui venaient d'être distribuées, il y avait 8 qui partaient faire histoire géo. Des canaques, hein. Je dis ça, je ne comprends pas, ça va continuer longtemps. Effectivement, il y a de la place comme professeur d'histoire ou de géographie, mais c'est quand même un peu limité. Et s'ils doivent revenir sans avoir passé le CAPES, ils seront quoi? Maître auxiliaire, dans le meilleur des cas, et plus vraisemblablement, quelquefois avec une licence, instituteur remplaçant, même pas titulaire. Donc c'est pas des carrières enviables, et il faut qu'ils trouvent une autre voie de sortie. Donc il y a des possibilités, à travers les options aménagement ou des stages spécifiques en milieu professionnel, de recycler des gens qui sont arrivés au niveau d'une licence, d'une maîtrise d'économie, de géographie, pour prendre ces 2 exemples-là, pour les réintroduire dans notre programme en fonction de postes à pourvoir. Cette année, d'ailleurs, est une année particulièrement faste à cet égard, puisque les provinces structurent leur staff administratif et que les îles, comme le Nord, sont en manque de cadres pour occuper les fonctions de chef de division, de directeur, de sous-directeur, de chef de bureau, de ceci, de cela. Et que les gens qui sont fonctionnaires du cadre territorial souhaitent rester à Nouméa pour la plupart. Donc nous avons une possibilité de placer des diplômés dans les structures administratives et dans des structures d'aménagement et dans des opérations d'économie mixte qui sont autant de débouchés pour des étudiants, mais qui doivent déjà avoir un bon niveau. Alors pour ceux qui ont collectionné les échecs, je suis un petit peu brutal, mais c'est la réalité, et qui quelquefois sont depuis 5 ans en métropole et ils sont inscrits en première année de comptabilité. Tiens, c'est bizarre. Bah oui, ils ont fait 2 fois une première année de droit, ça n'a pas marché. Ils ont fait une première année d'anglais, puis ils sont partis puis ils se retrouvent en première année de comptabilité. Ceux-là, je n'ai rien à leur offrir chez moi. C'est un peu dur. J'ai à leur offrir de faire leurs preuves dans des opérations de recyclage du type des BTS bio dont j'ai parlé. Mais je n'ai pas de la place pour tout le monde, parce qu'il faut les créer, qu'il faut avoir un débouché. Mais je pense qu'il faut qu'on multiplie ces opérations. C'est tout ce que je peux répondre. Alors, est-ce qu'ils doivent rester en métropole ou retourner sur le pays? Il vaut beaucoup mieux qu'ils retournent sur le pays, à mon sens, mais ils ne seront pas accueillis avec des offres d'emploi colossales, sauf ce qu'on a dit tout à l'heure, instituteur remplaçant, ce qui est pas mal payé. 140, 180 000. CFP. Bon, mais c'est pas ça qui justifie d'avoir passé 3 ou 4 années en métropole. Donc à mon avis, il faut qu'ils rentrent sur le territoire, mais que là, ils recherchent une formation de caractère professionnel. Et ça, avec le mouvement de développement actuel, ça doit être possible. Votre deuxième question, elle porte sur la coopération qu'on a avec des universités métropolitaines. Elle est très faible, hein. À part celle dont j'ai parlé, pour le moment, nous n'avons comme coopération de la part des universités ou des établissements d'enseignement supérieur ou des écoles d'ingénieurs, etc., que l'accueil de nos stagiaires. Alors, certaines ont été un peu plus loin, mais je dirais, je ne déchiffre pas bien là-dedans ce qui est une proposition désintéressée d'aide à la Nouvelle-Calédonie et ce qui est une façon de faire bouillir la marmite de l'institution. Parce qu'ils me disent, envoyez-moi 10 stagiaires, on va faire quelque chose de super pour eux sur mesure. Oui, d'abord 10 pour la Nouvelle-Calédonie, dans une discipline, il me faut 5 ans pour réunir
Donc c'est pas toujours adapté. Mais ça viendra sans doute au terme de ce compagnonnage de stagiaires envoyés au goutte à goutte. Je pense que ça viendra. Je vois par exemple l'Institut Polytechnique de Lorraine se pose la question de venir nous voir pour essayer de réaliser des formations mieux adaptées. Bon, c'est loin, le voyage coûte cher, mais ce sont certainement des gens qui s'éveillent à la dimension spécifique de notre territoire. La troisième question, c'est la plus grave. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une classe, une nomenclatura de bourgeois mélanésiens? On l'a reçu dans la figure, cette question, dès le début, alors sous des formes très agressives de la part du FULC ou sur des formes beaucoup plus douces, mais pas moins troublantes, de la part des associations de femmes ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, en face de ces cadres que vous formez? Ça va devenir des métros. Ils vont tous, bientôt, on ne les reconnaîtra plus. Que répondre à ça? Pas grand-chose. Je crois qu'il y a un prix à payer de la modernité. Ça, c'est le discours, disons, un peu à la France civilisatrice, gna gna gna, bon. Mais il y a en même temps une fidélité à tenir à ses racines. Bon, tous les gens qui ont fait ce chemin dans les générations qui ont précédé les nôtres ici savent ce que ça veut dire. Bon, c'est la même chose. Moi, je crois que si le contrôle social, nous dirions ici en métropole, si le contrôle humain, pour parler un langage plus adapté, continue à être en Nouvelle-Calédonie ce qu'il est actuellement, on a une immense parade contre cette dérive. Je veux dire que les cadres mélanésiens que je connais, avec lesquels je suis devenu progressivement ami, sont des gens qui n'ont pas décollé de la solidarité, ce qui d'ailleurs paralyse un certain nombre de leurs initiatives. Moi je leur dis, mais tu gagnes un fric fou toi, c'est pas possible. Pourquoi tu le fous pas dans la micro-entreprise de ton village là-bas à Lifou? Je comprends pas. Le maire nous dit, il faut investir, et toi tu gagnes ton fric, tu le mets où? Et tous tes copains que je peux citer, ils les connaissent comme moi. Bah oui, mais c'est parce que on le fera pas sans en avoir discuté longuement avec tout le monde, etc. Donc ce qui est un élément de frein, disons, pour un capitalisme un petit peu galopant, est aussi un élément, me semble-t-il, de sécurité par rapport à ce risque de coupure entre ceux qui savent, ceux qui décident, ceux qui empochent, et puis les autres. Mais ça, je ne sais pas. Et je crois que c'était un des objectifs de Kanaki Solidarité, avec des objectifs peut-être plus ou moins formulés, c'était d'être au contact de ce qui se passe réellement et de ce qui se fait réellement. Et là, vous nous avez donné quantité d'éléments pour alimenter une réflexion, non pas idéologique, mais une réflexion fondée sur ce qui se fait. Et pour la solidarité, c'est vital, parce qu'on voit, en vous écoutant, on en reparlera certainement ce soir ou demain, on voit des niveaux où on pourrait peut-être intervenir et être utile. Bon, alors je vais les prendre dans l'ordre où elles se sont posées. La première, celle du choix un peu technocratique qui risque de laisser trop peu de place à la désignation politique, voire au clientélisme, mais qui avait sa signification. Quand on reprend le premier stage de Besançon, dont on a beaucoup parlé, le stage de Besançon, qui a été la préfiguration des 400 cadres, et dont j'ai toujours dit, il ne faut surtout pas le refaire. Alors, on est en train d'en refaire un qui y ressemble parce qu'il est à Besançon, mais c'est quand même différent. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire des machins où on réunit des gens de tout niveau hétéroclites qui vont suivre une sorte de tourisme à travers les vedettes de la politique et de la civilisation française métropolitaine. Bon, très bien, faisons-le une fois, mais pas deux, parce que bonjour les dégâts. Mais ceci dit, je dis en même temps que j'aurais été responsable 4 mois avant de l'opération, je l'aurais fait le Besançon, je l'aurais fait, et je l'aurais fait à peu près comme il a été fait. C'est-à-dire que je crois que c'était très important, pas simplement d'un point de vue médiatique, mais d'un point de vue prophétique, de dire le RPCR, désignez-moi 25 jeunes, le FLNKS 25, allez on en prend la moitié de chaque et on fait un groupe mixte et on va voir, et nous avons vu qu'ils s'étaient bien entendus, qu'ils avaient eu envie de travailler ensemble, qu'ils s'étaient enrichis, qu'ils s'étaient respectés et qu'ils restaient au retour très solidaires.
Bon, bah, ça n'allait pas loin au plan de la formation. Ils sont comme les gens de RFO, pour qui les postes occupés au retour ne sont pas à la hauteur des discours qu'on avait tenus au départ. C'est un peu la même chose pour les gens de Besançon. Il y a eu un petit peu d'inflation verbale sur les cadres pour ces gens qui n'étaient plutôt que des découvreurs. Mais ceci étant, notre souci, c'est à la fois de faire qu'adhère à la démarche technocratique qui est la nôtre. Quand je dis au meilleur coût, avec le minimum, à la japonaise, mon travail, pas de déchets, pas de redoublement, pas d'abandon, et que ça corresponde exactement à la demande du client, c'est japonais. Mais que, à la fois, nos partenaires économiques et administratifs et politiques adhèrent à cette démarche, et qui ne considèrent pas que je suis une espèce de martien, la métropole, vraiment puissance 10, là, qui travaille dans ces systèmes, complètement déconnectés du monde océanien. Non, je crois qu'il faut qu'ils adhèrent en partie à cette démarche parce que c'est un des prix de l'indépendance, c'est la compétence et c'est de faire vite et de ne pas gâcher les hommes rares qui sont capables de la faire tourner. Et deuxièmement, il faut que nous restions, alors ça c'est comment dire, l'attente qu'ils sont en droit d'avoir par rapport à notre équipe, tout à fait ouverts à leurs attentes, à la fois politiques, sociales, culturelles. Et l'exercice est délicat parce que je suis en permanence comme une éponge avec les gens du FLNKS à travers l'ensemble des composantes et le bizarre concert que ça forme. Mais de temps en temps, ça parle d'une voix unie et c'est plus simple pour nous. Et en même temps, je suis comme une éponge avec le RPCR qui me dit aussi, voilà ce qu'on veut, etc., etc. Et ils sont signataires ensemble. Donc c'est pas évident. Et entre les uns qui font critique à ce programme d'être entièrement indépendantistes, et dans les indépendantistes, ceux qui font critique à ce programme d'être entièrement pour les UC, les Unions calédoniennes, et entre les gens qui disent « mais tu vois bien que tu dérapes, les 80%, tu es déjà à 65%, et c'était la dernière observation, tu vas finir à 30% de canac, parce qu'avec tes exigences de performance, tu vas épuiser ton vivier, et puis tu seras forcé d'aller chercher les petits Vietnamiens ». Bon, c'est pas... Les réponses ne sont pas évidentes. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un chemin important fait par les Mélanésiens par rapport à ce que j'appellerais la technicité et la performance et le prix qu'il faut payer, et que ça se traduise par l'adhésion, la délégation, la désignation des meilleurs candidats les plus valables. J'ai eu il y a eu des frictions, disons, avec un certain nombre de politiques ou de syndicalistes qui pensaient que cette opération, j'ai parlé de promotion sociale tout à l'heure, était de promotion sociale ou territoriale au sens les gens de mon village ou de ma tribu ou de mon clan. Ce n'est pas ça. Bon, à partir du moment où c'est compris, il faut pouvoir le remplacer par une autre forme d'intervention du politique ou du chef coutumier. C'est-à-dire qu'il repère dans ces jeunes qu'il connaît, ces familles, celui qui n'est pas forcément le plus nécessiteux à l'instant T, ni le plus proche familialement, mais le plus doué. Et celui-ci qu'il le met en avant. Et à ce moment-là, on fera quelque chose. Donc, c'est pas deux cultures contradictoires, mais c'est en permanence à tâtons que l'on se rapproche. Alors, la seconde question portait sur les formations de plus bas niveau. Je ne m'occupe que des cadres. Je le répète en permanence, et je m'intéresse à tout ce qui est producteur de cadres à terme. C'est-à-dire que je m'intéresse à ce qu'on appellera les filières nobles. Filière noble en Nouvelle-Calédonie, c'est celui qui va au lycée. Celui qui rentre en seconde, c'est dans la filière noble. Il est évident que si on ne s'occupait que de ça, on formerait l'armée mexicaine avec des gradés et aucun cadre intermédiaire dont on sait que c'est eux qui font tourner la baraque partout.
les fameux techniciens, techniciens supérieurs, cadres moyens, agents de maîtrise, dont je ne m'occupe pas, et qu'il faut absolument produire dans le même temps. Alors là, Dieu merci, il n'y a pas que notre opération. Il y a toute une série de dispositifs qui fonctionnent, qui sont plus ou moins harmonisés. Et je dirais, qui ont cette fâcheuse habitude, mais que j'ai rencontré en métropole pendant 20 ans où je me suis occupé de formation professionnelle, à reproduire ce qu'ils ont toujours fait, parce qu'ils ont les équipements et les professeurs et les formateurs qui savent faire. Bon, alors ceci tourne un peu, je dis pas à vide, parce qu'on réalise des performances en termes de crédits consommés, d'heures stagiaires, voire de diplômes. Donc il y a des indicateurs de moyens qui sont importants. Mais quand on regarde le placement, l'utilité réelle, l'injection de tout ce gros appareil de formation dans les circuits productifs ou économiques, plus grand-chose. Donc il y a un gros travail à faire. Et j'ai été tout récemment la chargée d'un audit par le délégué du gouvernement. Je lui ai rendu ma copie le 15 mars pour dire, bah oui, mais je crois qu'on a pris pas tout à fait le problème dans le bon sens, on vient de ratifier toute une série de contrats de développement État-province, État-territoire, et qu'à côté de ça, et sans même ouvrir le contenu de ces contrats de développement, on a fait un programme de formation professionnelle à partir de ça, la tradition, puis les savoir-faire, les capacités mobilisables, point final. Or, il faut peut-être geler tout ça, repartir des engagements qu'on est quelques-uns à avoir pris, en tout cas chacune des provinces avec l'État, de réaliser ça dans tel délai avec tel moyen, pour en déduire, c'est un travail qui est quand même pas très compliqué, bon ben il me faut combien de gars dans l'hôtellerie, pour quel niveau, à quel endroit, dans quel délai, et faire à une bien plus grande échelle, mais à des coûts, Dieu merci, moins élevés, le même travail de programmation que nous réalisons nous sur des créneaux plus étroits. Alors, je pense que ça va se faire mieux, j'en mets pas ma main au feu, mais si déjà on a obtenu le rattachement de la formation professionnelle au département du développement et non plus à celui de l'administration telle qu'elle était arrêtée jusqu'à maintenant, ce sera un point prometteur. Je peux vous demander un complément quand même, oui. Par rapport à la politique de l'emploi. Je pense qu'il y a, je ne suis pas au courant des projets d'embauche, parce que si vous avez dit que les cadres allaient remplacer progressivement en majorité les métros, c'est certain, c'est assez logique. Mais je parle à titre privé, depuis tout à l'heure d'ailleurs. Mais enfin, dans ce que je vais dire maintenant, c'est important. Pour le reste, je ne suis pas gêné de parler à titre public ou privé quand je parle de mon boulot. Personnellement, là, je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai constaté qu'il y avait 3000 JSD, les TUC si vous voulez. 3000 JSD à l'échelle de ce territoire-là, c'est comme si on avait eu 1 million de TUC ici. C'est-à-dire 5 fois plus qu'on n'en a jamais eu. Je me suis occupé des TUC, donc je l'ai suivi au plan national, qu'on n'en a jamais eu en métropole. C'est dire le chômage jeune, pas déclaré, parce que pour déclarer, il faut avoir un bureau où on va aller s'inscrire. Bon, il y a un bureau à Nouméa, il n'y en a pas dans la brousse. Donc le chômage jeune, colossal, qui est un petit peu noyé dans la solidarité coutumière, hein. On ne crève pas de faim, on aura toujours un morceau à partager autour de la table, mais qui ne s'épongera pas par de simples mesures de développement économique telles qu'elles sont programmées dans les contrats dont je parle. Alors au niveau des cadres moyens, l'analyse que je fais est encore vraie. Si vous prenez les techniciens supérieurs, DUT, BTS, un très grand nombre sont métropolitains. Hein. L'hôpital a importé encore une trentaine d'infirmières de métropole. Ma femme est passée dans un cabinet de radiologie, la manipulatrice arrivait de métropole, de Fontenay-le-Comte. Elle avait vu dans les journaux professionnels, on recrute pour Nouméa. Donc même au niveau des techniciens, il y a encore une grosse ponction. Mais où le problème va se poser, c'est au niveau des non qualifiés ou d'une formation à pas 6 mois. Bas niveau. Et là, c'est très préoccupant. Et quand quelqu'un dit
la crainte, c'est pas, disons, des affrontements RPCR, FLNKS, c'est les jeunes, toutes bandes confondues, Wallisiens, Mélanésiens et petits caldoches qui traînent par là, qui vont brûler la ville. Ça, c'est ça. Il y a déjà eu un exercice de simulation l'année dernière. Ils sont vraiment... Alors, que dire en face de ça? Là-bas, des mesures sociales, énormément. Bon, mais ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Puis ces mesures sociales sont gérées comme en métropole avec une espèce de mécanique mal huilée qui fait que vous touchez le revenu du TUC pendant 6 mois, puis tout d'un coup, c'est supprimé. Si c'était supprimé pour un gars, mais c'est que supprimé sur toute la province d'un seul coup, c'est comme les bourses des étudiants. Alors comme ce genre de truc arrive en même temps et pendant 3 mois, pas parce qu'il fallait refaire tous les papiers, gna gna gna, alors on a suspendu toutes les rémunérations, mais ça fait monter la température de 20 degrés, ça. Et c'est des affaires, pour peu que les jeunes soient rassemblés dans des lieux qui s'y prêtent, qui sont extrêmement dangereuses. Et je ne vois pas l'activité économique absorber ça. Bon, je n'ai pas de solution, je ne suis pas ni responsable du développement rural, ni assez informé pour en parler intelligemment. Il y a certainement des solutions, mais elles passeraient par des modes d'approche qui ne peuvent pas être celles qui ont cours ici. Le partage du travail, auquel on se refuse toujours aussi obstinément en métropole, là-bas peut-être ses chances, à condition qu'on ne le présente pas comme on a su le présenter pour qu'il soit refusé ici. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais c'est pas évident. Est-ce que c'est une préoccupation des autorités actuellement, ce problème? Est-ce qu'on se penche sérieusement dessus? Oui, je crois. Enfin, je ne sais pas si on a beaucoup de propositions constructives. On l'observe, on en a peur. Un type comme le maire de Nouméa est absolument préoccupé par ça. Parce que c'est auprès de lui, on y faisait allusion tout à l'heure, que convergent ces jeunes. Je le lisais dans les statistiques toutes récentes de l'ITSE. Les îles se vident de leurs jeunes. D'abord, il n'y a pas de lycée. Donc à partir de 15 ans, ceux qui veulent faire quelque chose, ils quittent l'île. Ils sont tous à Nouméa. Dans les lycées, c'est-à-dire le samedi, dimanche, tous dans la rue. Ceux des lycées et les autres. Alors, attention. Est-ce que les acteurs des accords de Matignon sont actuellement conscients de ce brûlot? Est-ce qu'effectivement ils planchent sur des solutions? C'est ça que je voudrais évoquer dans cette mouvance. Je ne sais pas. Oui. Donc ça fait aussi peut-être partie des points sur lesquels tout à fait. Des mouvements comme le nôtre peuvent peut-être je crois qu'il y a vraiment raison d'être inquiet et de chercher à savoir ce qui se fait. On le prend uniquement sous l'angle drogue, délinquance. D'habitude. Eh oui. Alors là-dessus, bien sûr, des mesures. On crée des services éducatifs partout. Mais les missions locales, tout ça, c'est bien, parce que ça va permettre aux jeunes d'avoir au moins un contact, qui ne sera pas un contact punisseur ou sanction, mais qui soit un contact écoute-accueil. Mais ce n'est pas ça qui va faire l'ombre d'une solution. Juste un point pour alimenter le débat, c'est que si on prend comme hypothèse que la population mélanésienne à terme, par exemple en 98, aurait les mêmes taux d'activité que les autres communautés, laissant les coalitions de côté qui sont un peu à part, mais ils ont les mêmes taux d'activité que les Européens ou les Asiatiques, il faudrait créer 10 000 emplois pour les Mélanésiens. Un petit peu moins de 10 000 emplois, c'est-à-dire le quart. Vous savez, faut redire des choses qui ont déjà été dites 2-3 fois cet après-midi. Le moindre petit fonctionnaire, là-bas, gagne 1,75 de plus de ce qu'il gagne ici, à titre égal, et souvent là-bas il n'a pas le titre, mais ça fait rien, à fonction égale. L'instituteur débutant minime commence à 140 000 CFP par mois, c'est-à-dire pas loin de 8 000 francs. Bon, voilà les réalités de la fonction publique. La fonction publique qui occupe 2 emplois sur 5 dans les emplois salariés. À partir du moment où produire du café vous rapporte au bout du mois le quart de ce que vous gagnez en étant instituteur ou postier ou gratte-papier aux impôts, on va faire comme en Afrique, c'est-à-dire qu'on va être gratte-papier
tant qu'on pourra. Après ça, on va toucher les indemnités de chômage, c'est-à-dire 2 fois plus que ce que si je plante le café. Et le café, plus personne va le planter. Donc, quelqu'un a dit tout à l'heure que la solution était dans l'austérité. C'est pas simplement la solution pour les 400 cadres, de telle manière qu'ils restent capables de vivre l'indépendance, mais c'est la solution de l'île. C'est la solution de l'île. Je vais vous raconter la dernière histoire qui m'a le plus étonné. Elle est peut-être un peu méchante. Enfin, ça fait rien. J'ai un ami qui travaille au Comité catholique contre la faim et pour le développement, au CCFD, qui est passé il y a 1 mois à peu près à Nouméa. Il venait pas en mission sur l'île, il venait en mission sur les Salomon, les Fidji, je sais pas trop quoi. Mais enfin bref, il avait 2 jours à passer avant de reprendre son avion et il a plu. Donc il n'a pas pu aller voir ce qu'il voulait aller voir en brousse. Il avait 1 ou 2 contacts. J'en ai profité pour lui faire rencontrer d'autres personnes. Et puis, bon, il a fait son marché. Et le soir, il repasse à la maison. Et je lui dis, bah ça marche. Et bah, il me dit, ouais, bah, j'ai 5 ou 6 projets, là, des trucs intéressants. Ça veut dire quoi? Que je vais les présenter à notre comité national, il va financer. Je dis, regarde, bon, vous savez, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Les femmes, la couture, le ceci, le jardin potager collectif, enfin bref. Bon, très bien, moi je suis tout à fait pour les micro-projets de toute nature, l'achat d'un bateau de pêche. Bon, parfait. Mais je dis, ça va aller à Paris. Bah, elle me dit, oui, on va présenter ça au comité national. Ça a des chances de passer d'ailleurs. Bon. Je dis, écoute, tu te fous de nous? Tu sais combien je touche moi ici, depuis que je suis à Nouméa? Ma femme qui est retraitée, tu sais combien elle touche? 75% en plus de sa retraite qui lui tombe comme ça, simplement parce qu'elle a été là-bas où elle n'a pas de facture de fuel pour le chauffage. Tout vient en plus. Alors je sais bien que le prix de la vie est un peu plus élevé, il ne faut pas pousser. Et tu sais combien on est de dizaines de milliers à empocher comme ça des doubles salaires avec nos conjoints. Et tu as ces projets de développement là qui sont dans la brousse ou dans les faubourgs de Nouméa, et tu vas demander à Paris de faire une collecte en métropole pour aller donner de l'argent aux Mélanésiens, alors que nous, on est là, avec du fric, à ne pas savoir que faire. Alors, ce que tu devrais faire, bah, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu devrais créer un comité calédonien contre la faim et pour le développement. Je te garantis, ça serait logique, non? Alors, il réfléchit, mais attendez. Parce que s'il y a un effort de solidarité, je faisais reproche à mes amis Kanak, bourgeois, de ne pas investir dans les micro-projets de leur village, en laissant les jeunes se débrouiller tout seuls avec l'aide du maire, ce qui était un peu court. Mais nous, c'est pareil. Notre argent, mon Dieu, il vient de la Calédonie, qu'on le redonne à la Calédonie, sous une forme un peu intelligente, puisque au moins, ça fait des jeunes qui travaillent, des femmes qui travaillent, enfin, bon, même si ce n'est pas d'une rentabilité folle, le problème n'est pas là. Le lendemain, il va voir l'évêque. Il va voir l'évêque. Et il lui dit, bah tiens, et puis oui, alors il lui raconte un peu tout, et j'ai eu aussi une idée, enfin, heureusement il n'a pas dit que c'était moi, mais j'étais brûlé avec l'évêque. J'ai eu une idée, et si on créait un comité calédonien contre la faim? Oh malheureux, dit Monseigneur Calvet, vous allez tuer ma quête de carême. Ah, je dis, elle va où la quête de carême? Ben, il avait posé la question. Il y avait effectivement 20% de la quête qui va à des micro-projets de cette nature. 80% c'est pour la maison de retraite des vieux pères Maris et tout ça, c'est très bien. Mais autrement dit, on peut récolter 100 fois la quête de carême, 100 fois. Parce que moi, d'abord, je ne vais pas à la cathédrale, donc je ne peux pas donner la quête de carême. Mais là, s'il y a un comité, si ça se sait, si les médias jouent, bon, 100 fois ils récoltent. Mais on ne le fera pas. Parce que ça déstabilise des petits circuits, voilà. Et on va taper la métropole, et ça va s'ajouter. Alors c'est scandaleux, parce que je veux bien que l'administration soit un peu, excusez le terme, un petit peu conne, mais que les chrétiens le soient aussi de cette façon-là, ça j'accepte mal. Ça s'alimente au même système. On va confondre Monseigneur Calvet. Je ne sais pas.